Ce que je veux savoir, c'est vraiment factuellement parlant. Le professeur a dit tout à l'heure que c'est le slogan. OK, mais quel est le contenu du contrat? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Justement, vous avez parlé du sport au Congo, d'aider les clubs, d'essayer d'aider la RDC à construire une Alors, on ne infrastructure sait pas sportive. grand-chose sur Maintenant, le fond des contrats. c'est de chercher, justement, c'est de fouiller dans cet accord, de montrer qu'est-ce qu'il y a exactement au-delà du slogan. Ce qui est surtout rendu public, c'est Si la visibilité oui, mais si c'est un slogan qui coûte 40 millions de dollars, ça c'est très cher comme slogan. S'il n'y a pas de mesures parallèles pour accompagner la RDC... D'ailleurs, c'est une question qu'il faudra poser Évidemment. au ministre des Sports de la RDC s'il accepte notre invitation. Bienvenue dans Multipolaire sur Global Africa Télé Sud. Ravi une nouvelle fois de vous retrouver, j'espère en forme. Alors, comme le Rwanda, la République démocratique du Congo a décidé de miser sur le sponsoring de clubs européens de football. Le pays a accepté de payer plus de 40 millions d'euros au FC Barcelone dans le cadre d'un accord de sponsoring sur 4 ans. Il s'agit de son 3e accord de parrainage après ceux passés avec l'AS Monaco et l'AC Milan. L'objectif affiché, rehausser son image sur la scène internationale, mais ces contrats à coût de millions ne font pas l'unanimité en République démocratique du Congo, surtout au sein de l'opposition qui dénonce une stratégie de gaspillage des deniers publics alors que le pays est confronté à de nombreux défis. On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour Régis Soumpe. Bonjour Vous Samantha. êtes directeur exécutif d'Interglobe Conseil, expert en géopolitique. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Bonjour Abdelkarim Yacoub Koundogoumi, vous êtes directeur Afrique chez Internet sans frontières, chercheur à l'IPSE également. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et on accueille évidemment le docteur Yves Ekwe Ameizo, économiste, fondateur du think tank afrocentricity.info. Merci docteur Ameizo d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous les co-débatteurs et bien sûr à ceux qui nous regardent. Merci. Alors, on débute avec les montants de ces contrats. Un contrat de 10 à 11 millions d'euros par an avec le Barça. Il s'agit d'une estimation. Aucun des deux partis, ni la RDC ni le club, n'ont confirmé ces montants au moment où nous enregistrons cette émission. Un contrat de 4 ans assorti, paraît-il, même d'une prime en vue d'un match spécial. À cela s'ajoutent les montants des contrats passés avec l'AC Milan, 42 millions pendant 3 ans, et l'AS Monaco, 4,8 millions d'euros sur 3 ans. Au final, une addition salée, un peu plus de 90 millions d'euros. Un commentaire d'abord sur ces montants, Abdelkarim. Oui, à première vue et par rapport à la situation actuelle que la RDC traverse, qui fait face à des défis énormes, des défis sécuritaires, défis économiques, défis sociaux, cela peut paraître comme un luxe inapproprié. Mais quand on regarde un peu les motivations du gouvernement de la RDC, on voit que le gouvernement essaye d'utiliser le sport comme un levier de pouvoir, de soft power, à l'exemple, comme vous avez cité, d'autres pays africains qui ont utilisé ces leviers pour leur pays, pour pouvoir changer justement la perception à l'international de la RDC, essayer d'attirer des investisseurs, essayer de diversifier les ressources afin de présenter une image assez moderne et crédible de la RDC. Maintenant, est-ce que c'est le moment de le faire? Vu la situation actuelle, ça c'est un autre débat. Mais à un moment donné, moi je pense que cela ne peut pas être vu comme des dépenses inutiles, mais plutôt il faut regarder aussi, l'État ne fait pas que dépenser, l'État doit aussi investir. L'État ne doit pas aussi investir à très court terme, l'État doit aussi investir à long terme. Moi je pense que c'est un risque. Des résultats, on ne sait pas très bien les pays qui ont réussi en faisant ces paris qui est très risqué quand même. Maintenant, c'est de voir, je suis sûr que le gouvernement de la RDC a fait des études et qu'ils sont sûrs des retombées immédiates pour la population de la RDC. Mais maintenant, le risque, est-ce que ça vaut la peine d'être pris maintenant ou il fallait attendre que la RDC puisse être stabilisée et que des infrastructures touristiques puissent être mises en place et que la RDC soit prête à accueillir les touristes. Mais maintenant, je ne vois pas comment les touristes peuvent aller en RDC en état actuel des choses. En cela peut paraître un très grand risque d'investissement.
Vous êtes d'accord, Régis? C'est un risque? Oui, oui, c'est un gros risque. Dans la mesure où moi, déjà par définition, par principe, toute politique qui est mise en place de soft power, de nation branding, diront certains, de valorisation de la destination d'un pays, et en l'occurrence la RDC, pour moi, me paraît quelque chose qui peut se justifier. Mais moi, d'emblée, je trouve qu'on ne peut pas déconnecter du contexte géopolitique, du contexte politique, du contexte sécuritaire aujourd'hui qui prévaut en RDC et valider, ne serait-ce que par principe, justement, c'est sponsoring. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC est face à des urgences pour moi. Et l'urgence, elle est humanitaire, elle est sécuritaire, elle est sociale, elle est économique. À tout point de vue, c'est un pays où tout est à construire. Et même paradoxalement, c'est un pays qui a tout. C'est un pays très très riche, dont les sous-sols, je dis les sous-sols, sont éminemment riches. Et malheureusement, le Congolais ou la Congolaise lambda, je dirais, au nombre de toutes les statistiques, que ce soit de la Banque mondiale, du FMI, ou même tout simplement même de vous à moi, une statistique de terrain peut rejeter, enfin, d'emblée, ce sponsoring. Moi, ce sponsoring, je le trouve extrêmement, aujourd'hui, inadéquat, je le trouve inapproprié. Et une fois encore, je ne suis pas contre le principe de nation branding. Il est utile que nos pays africains, que les pays africains, et d'ailleurs on l'a vu, puissent se vendre à l'étranger. Mais ce qui pour moi apparaît totalement disproportionné, c'est les montants qui sont annoncés, qui sont, vous l'avez bien rappelé. Plus de 90 millions. Plus de 90 millions. Est-ce qu'ils sont officiels, vrais, à vérifier, tout et tout? Mais pour moi, je pense qu'un seul euro ou dollar aujourd'hui doit être mis au service de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'aménagement des voies, bref, du Congo. Aujourd'hui, ce qui ne semble pas être pour moi le cas. Et donc, je trouve que c'est non seulement pas le moment aujourd'hui et demain de faire ces genres de sponsoring. In fine, Dr Iveco Amezo, vous allez nous donner votre avis sur ce montant, mais plus de 90 millions d'euros, à qui va profiter ce parrainage? Alors, les montants, oui, c'est les mêmes chiffres que nous avons au niveau d'Afrocentricité Think Tank pour ce qui est de la RDC. Mais bon, plus globalement quand même, le milieu du sponsoring des clubs européens est un milieu de non-transparence. Donc déjà, les chiffres que nous avançons, il faut les multiplier peut-être par 2 ou par 3 plus tard, et dans les deux sens, plus ou moins. C'est-à-dire que les gens ont perdu de l'argent. Deuxième chose, c'est un investissement. Et quand en tant qu'économiste, on parle d'investissement, c'est-à-dire qu'on a dû faire des études. On aurait aimé voir ces études. Or, comme je vous ai parlé tout à l'heure de non-transparence, il n'y a pas d'études. On ne sait pas, ou plutôt on ne sait pas si ces études démontrent une certaine rentabilité, quelle qu'elle soit. Je ne veux pas non plus cibler la RDC tout seul. Il y a le Rwanda, il y a le Maroc. C'est les 3 principaux qu'on connaît. Et la grande différence entre le Maroc, le Rwanda et la RDC, c'est que le Maroc, depuis très longtemps, en fait, a organisé, planifié, en fait, ce branding international. Ça veut dire quoi? L'hôtellerie est en place, toutes les structures sportives sont en place, ils veulent même devenir le centre le plus grand d'entraînement de sport, et c'est après cela qu'ils ont lancé le branding. Pour ce qui est du Rwanda, un peu la même chose, à un niveau moindre, mais ils ont eu une augmentation du tourisme. Donc, ils ont quand même fait que le pays est structuré, organisé. La plupart des Occidentaux aiment bien y aller parce que c'est propre, etc., structuré. Le Congo, qu'est-ce qui a été préparé? On veut faire du tourisme. Si c'est pour voir les singes qui sont bloqués et dans les forêts dans lesquelles il y a du braconnage, excusez-moi, je ne vois pas la retomber directement. On va venir aux chiffres tout à l'heure. Pour ce qui est des hôtelleries, on peut revenir sur les hôtels dans le pays. Donc, il y a quand même un manque de préparation qui fait que, justement, ce qui est pari, ce qui est plus ou moins un risque, peut devenir tout simplement une impasse. Hein. Et on verra tout à l'heure dans le débat que cette impasse risque de se réaliser. Et j'allais finir là-dessus, une dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de pays, notamment du Golfe. Alors, manque de préparation que vous soulignez, mais il y a une question importante. D'abord, est-ce que la RDC a les moyens de ses dépenses, en sachant que près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté? Non, la RDC n'a pas les moyens. Les caisses sont pleines à ce point? Non, non, je pense que la stratégie, ce n'est pas justement de pouvoir maintenant régler tous les défis socio-économiques de la RDC. J'ai l'impression que le financement précis de ce gouvernement, sur 4 ans. Aujourd'hui, quand on regarde, les ressources de la RDC sont uniquement l'exploitation des ressources naturelles. Donc maintenant, c'est un risque aussi, cela.
J'ai l'impression que le gouvernement essaie justement de sortir de cette dépendance des ressources uniques. On a vu comment ça se passe. Hein. Il suffit que des enjeux sécuritaires se posent et que des rebelles, et puis c'est fini. On n'a plus contrôle de ces ressources. J'ai l'impression que le gouvernement a tiré les leçons et qu'ils sont en train d'anticiper et essayer de trouver une solution à cette dépendance de la RDC de ses ressources naturelles. Essayer de diversifier ces ressources, c'est une stratégie qu'il faut aussi prendre en compte. Vous posez la question des retombées économiques, on va y venir, mais sur ma question, je veux dire, est-ce que les caisses sont pleines à ce point? Non. Au point de pouvoir, d'être sûr de pouvoir décaisser 90 millions d'euros, 90 millions d'euros sur plusieurs années. On le saurait, une fois encore, je prends le risque de me répéter, c'est un pays qui a tout, mais qui manque de tout en même temps. Et aujourd'hui, 90 millions sur 4 ans, effectivement, et le docteur Avezo vient de le rappeler, on ne sait pas, les chiffres ne sont pas officiels, peut-être que la fourchette est exponentiellement plus importante que ça. Moi, je ne pense pas, je ne sais même pas. Et en plus, la transparence qui aurait dû prévaloir, je dirais, dans l'élaboration de ces contrats, nous aurait peut-être permis de savoir si c'est sur fonds publics, si c'est ressources publiques, ou plutôt c'est un partenariat public-privé, je dirais, intra-congolais, ce qui aujourd'hui n'est pas absolument le cas. Non, moi je pense aujourd'hui que le Congo veuille investir pour valoriser sa destination. Elle peut le faire par le tourisme, elle peut le faire par la culture, elle peut le faire par la musique. Bref, je dis, ce pays dispose de divers et variés spots touristiques pour valoriser à la fois le tourisme, la culture, les investissements. Mais une fois encore, le vrai sujet est que, est-ce que c'est un pays qui est stable économiquement? Est-ce que c'est un pays qui est stable sécuritairement, politiquement? Non, c'est absolument pas le cas. Généralement, les pays où ça se passe, moi je prends le Qatar, ou je prends pas mal d'autres pays dans le monde, et même on peut prendre même le Maroc ou le Rwanda, c'est que ces pays ont atteint de façon, je dirais, médiane, une forme de stabilité politique, sécuritaire et économique, ce qui n'est absolument pas le cas de la RDC. Donc je ne comprends pas pourquoi... Mais la RDC a fait quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'on reproche à la RDC, c'est justement d'avoir fait uniquement le sponsoring, le branding. Mais il aurait dû justement de pouvoir de façon globale et lier cette politique de tourisme-là en créant des infrastructures, en mettant tout ce qu'il faut afin que cela fonctionne. Oui, parce que donc maintenant, on a juste fait la première partie de ce qui devait être fait. En tout cas, ces accords suscitent... C'est assez, comme on a dit, c'est une question de prise de risque. Ouais, alors, prise de risque, mais ces accords suscitent... à l'échelle de pays, c'est grave. Une vive opposition en RDC l'opposition crie au gaspillage. On va écouter justement un message posté sur X par le ministre des Sports congolais. Après l'accord passé avec l'AS Monaco, il faut rappeler que ces contrats, ils prévoit la visibilité pour le slogan Visite Congo, la RDC cœur de l'Afrique sur les maillots et puis aussi la formation de joueurs congolais. Écoutez. Nous sommes fiers d'annoncer un partenariat historique et stratégique entre l'AS Monaco et le ministère des Sports et Loisirs de la RDC. Cette collaboration marque notre engagement profond pour le développement de la jeunesse et du sport congolais. Plus qu'un simple accord sportif, c'est une alliance forte dans la continuité de la vision du chef de l'État. Pour bâtir un avenir où les Congolais pourront s'épanouir, avec le football comme moteur du développement socio-économique du pays. Alors voilà, le football comme moteur du développement socio-économique du pays, c'est une vision très optimiste, vu l'état du pays, les défis à relever, on l'a dit, même si c'est vrai, le football a quand même un impact important. Est-ce qu'il s'agit d'une vision réaliste, docteur Amezo? La vision n'est pas réaliste. On a mis les charrues avant les ébus africains, comme je dis souvent. Comment peut-on penser politiquement, pour un grand pays extrêmement riche en sous-sol, de sponsoriser un club étranger ou des clubs étrangers et ne pas être capable, à 90 millions, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et ne pas être capable, d'après mes chiffres, d'être en dessous de 700 ou 600 000 $ de trous dans le championnat national congolais. C'est-à-dire qu'en fait, une décision politique de l'État qui est supposé soutenir le sport national, 90 millions, va à l'étranger et on n'arrive pas à trouver 600 000 $ cash. Donc, ça pose un problème que vous avez posé tout à l'heure. Est-ce que c'est l'argent cash qui sort? Ma réponse est non, puisqu'on ne trouve pas les 600 000 $ pour le championnat national. Donc, les 90 millions, ce n'est pas de l'argent cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans les mines. On l'a rappelé tout à l'heure. Si c'est les mines, ça veut dire que c'est une forme de dépendance. Donc, la question de fond, est-ce que ce gouvernement même a voulu tout simplement aller vers cette approche-là, tout simplement? Est-ce que ce n'est pas imposé? Et imposé par qui? Par les pays du Golfe, je vais les citer tout à l'heure, et ces pays du Golfe eux-mêmes sont, entre guillemets, dépendants des États-Unis.
Donc, est-ce que ce n'est pas un jeu à trois, c'est-à-dire les États-Unis, les pays du Golfe et bien sûr qui vont financer et la RDC, le Rwanda éventuellement et peut-être même le Maroc, notamment l'Arabie Saoudite. Et à ce jeu à trois, ce qui n'a pas de capacité d'influence, comme je dis toujours, il ne peut pas fonctionner. Il subit et les populations avec. Est-ce que véritablement ce parrainage, il est imposé, vous êtes d'accord, il est imposé par les pays du Golfe? Non, moi ce n'est pas imposé, mais enfin, la façon dont ça a été fait, c'est assez opaque. L'opacité, comme il l'a dit en amont, en fait, personne n'a été impliqué. C'est vraiment, cette opération n'a pas été inclusive. On n'a pas consulté, il n'y a pas une consultation citoyenne, il n'y a pas une implication justement de tous ceux qui sont en charge du sport. Il y a pas, ça a été vraiment, c'est assez léonien et colonial. Hein, ça, je suis d'accord la façon dont ça a été fait. On impose ou on propose, par exemple, comme vous avez dit, si c'est des ressources minières qui ont été utilisées pour proposer comme alternative ou comme solution, eh bien dans ce cas-là, c'est une imposition. Et comme on a vu, des ressources de la RDC ont toujours été utilisées ou ont été bradées ou ont été troquées contre des services. Est-ce que ça n'a pas été juste un troc et que le gouvernement n'avait pas le choix? Oui, moi je pense que dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui actuellement au Congo, il y a un événement qu'on peut ne pas aussi déconnecter. Il y a encore quelques semaines, le Congo était supposément avec le Rwanda en pourparlers aux États-Unis à la Maison-Blanche. Je ne sais pas s'il y a un lien avec tout ça. Je ne sais pas si dans les deals, il y a eu des sous-deals dont nous ne sommes pas informés. D'ailleurs, de toute façon, moi, ce fameux accord de paix, pour moi... Quel lien possible? Moi, oui, ça aurait exactement. C'est pour ça que moi... Des discussions avec le Rwanda... Déjà, par définition, moi, ce fameux accord de paix dont on a parlé, pour moi... Sous l'égide des États-Unis. Non, pour moi, ce n'est pas un accord commercial. Ce n'est pas un accord de paix, c'est plutôt un accord commercial. C'est d'abord un deal avant toute chose. Et derrière, on nous saupoudra, si vous voulez, quelques spots ou quelques intentions de paix ou pacifique, ce qui est totalement faux. Pour moi, une fois encore, je ne sais pas si derrière ça, il y a le Qatar, s'il y a les États-Unis, bref, mais toujours est-il que cette décision, est-ce que c'est une décision souveraine? Malheureusement, ce pays, qui a tout pour être un grand du monde, n'agit pas souverainement, parce que non seulement c'est une question de leadership, hein, et le leadership du Congolais, on peut en parler de long en large, on peut le critiquer, on peut le magnifier, on peut en dire tout ce qu'on en veut, mais aujourd'hui, cette décision d'injecter 90 millions de dollars ou d'euros, et donc plus que ça en dollars, dans un pays qui manque de tout, pour moi, je trouve que c'est... Alors, il faut quand même préciser sur les retombées économiques et les espoirs exprimés par le ministre des Sports congolais, que si on prend l'exemple du Rwanda, la campagne Visite Rwanda, qui ne concerne pas que le PSG, et a fortiori le Qatar aussi, puisque tout est lié, c'est une campagne qui a généré au moins 650 millions de dollars de recettes touristiques. Le Rwanda affirme que la politique de sponsoring a joué un rôle important dans la transformation économique du pays, et le Rwanda poursuit dans cette lignée, puisqu'en septembre, il y aura le championnat du monde de cyclisme devrait se dérouler là-bas. Paul Kagame, il a même appelé les pays africains à suivre cette voie. Est-ce que vous pensez que la RDC, finalement, répond à cet appel et s'inscrit dans cette perspective de développement, de transformation économique? En fait, c'est assez délicat de comparer le Rwanda et la RDC, et chaque pays a sa spécificité. Le Rwanda, c'est un pays, qu'on ne veut pas, politiquement stable. C'est un pays qui a eu quand même une politique de tourisme un peu depuis très longtemps, et les infrastructures ont été mises en place et construites vraiment dans le moyen et long terme. Maintenant, faut-il s'inspirer des success stories? Oui, la RDC a le droit de s'inspirer. Maintenant, est-ce qu'il faut être réaliste aussi, parce que la RDC n'a pas tout ce que le Rwanda a. La question sécuritaire, la question de la bonne gouvernance. Même si la RDC, c'est un scandale touristique, si vous permettez le terme. Aujourd'hui, ce que la RDC a en termes de potentiel touristique, c'est énorme. C'est là que les parcs Virunga ou les chutes Zongo ou je ne sais pas, Kinshasa, à elle seule, c'est une ville, c'est un centre culturel à ciel ouvert. On sait très bien que la RDC, par ses musiques, par ses musiciens reconnus à l'international, qui ont fait bouger l'Afrique dans tous les sens, est une référence en termes culturels. Mais maintenant, si on veut vendre ça à l'international, c'est une très très bonne chose, mais il faut le faire de façon correcte et dans les normes, avec le moyen qu'il faut. Mais est-ce que cette politique de sponsoring va amener les investissements justement dans ce secteur
touristique. Non, je ne le crois absolument pas du tout. Je pense que derrière ça, c'est une opération qui n'aura que des gagnants, mais pas le Congo ne gagnera absolument rien du tout. Effectivement, vous parlez d'investissement, je suis d'accord, effectivement. Et le ministre dit c'est pour le sport et la jeunesse congolaise. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, malgré le pouvoir d'attraction phénoménal du football dans toutes les contrées du monde, et tout particulièrement dans les pays d'Afrique, je ne suis pas convaincu aujourd'hui que si on pose la question, si on fait un sondage, mais très basiquement aux jeunes Congolaises et aux jeunes Congolais, c'est ce qu'ils attendent, je ne suis pas convaincu qu'ils seraient attirés autrement, je ne dirais pas la publicité, pas la haute publicité du Congo. La question, ce n'est pas à ce niveau. Non, mais ils ont besoin de quoi aujourd'hui? La question, c'est que maintenant, en fait, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas qu'on mette le focal uniquement sur le très court terme. Non, moi je parle de l'avenir. Se gouverne vraiment sur une vision sur 10 ans, sur 20 ans. Mais je suis pas le convaincu. Rwanda est parti il y a 20 ans pour arriver là, en ce moment, pour être une référence. Totalement. À un moment donné, quand même, Kagame a décidé de prendre des décisions qui ne sont pas du tout adaptées. Mais vous êtes d'accord, les contextes sont différents entre les deux pays. Les contextes sont différents entre les deux pays. Maintenant, c'est de ne pas dire c'est bon ou c'est mauvais ce qui a été fait. Maintenant, ce qui a été fait. Maintenant, il faut plutôt pousser le gouvernement à accompagner les mesures. Pour le cas du Rwanda, il y a le Qatar derrière. Mais regardez, je vous jure, ce qui s'est passé pour le Congo, ce qui s'est passé au Tchad. Le Tchad a investi, a payé, aujourd'hui, on n'a rien eu. Rien. Docteur Yves Kwamezo, s'agissant du Rwanda, il y a le Qatar derrière, on le sait, il y a eu des investissements importants qataris au Rwanda à la suite de cette politique de sponsoring, notamment du PSG. Et vous avez tout à fait raison. Il y a une division du monde derrière les Américains. Moi, je vais insister dessus. Les pays du Golfe, en tout cas les plus riches, Arabie Saoudite, Qatar et les Émirats, en tout cas les trois premiers, on peut rajouter Bahreïn et autres, mais surtout ces trois-là, travaillent plus ou moins sous une forme de sous-traitance financière. Ils ont l'aéroport, par exemple, au niveau du Rwanda. Ils sont en train de faire un certain nombre de choses au niveau de la RDC, ce qui explique d'ailleurs pourquoi tout doit passer par eux en termes de négociation. Et souvent, on n'a pas le choix. Ces pays n'ont pas le choix, y compris le Rwanda d'ailleurs. Moi, je vais vous apporter quelque chose que nous avons découvert à Afrocentricité. Il y a une erreur de marketing sur les slogans. Je vais rappeler le slogan. Le slogan de la RDC, du Rwanda, c'est « Visite Rwanda ». Donc, il y a une action. Si vous lisez ça, vous avez envie ou pas d'aller au Rwanda visiter. Vous trouvez quoi? Des hôtels, etc., une organisation. Le slogan de la RDC, c'est « RDC, cœur de l'Afrique ». Il n'y a pas d'action. Et cœur de l'Afrique, c'est évident pour tout le monde puisqu'il suffit de regarder la carte. Alors, je ne sais pas en quoi ça va faire du mouvement sur les maillots d'entraînement dans les stades ou même pour les jeunes joueurs congolais. Et je dis qu'il y a un problème tout simplement dans l'absence je suis un spécialiste de marketing aussi, marketing, branding de pays. Oui. Il y a soit quelqu'un qui n'a pas eu le conseil, ce dont je doute, mais plutôt quelqu'un qui a fait un mauvais conseil à la RDC. Et donc, il faut vraiment changer cela. Et à partir d'une erreur aussi grossière, sur rien que le slogan, vous voyez la notion de dépendance. Il n'y a que quelqu'un de l'extérieur qui peut faire des choses comme ça pour un pays. Le Rwanda, c'est ce qu'il veut. Il veut que vous veniez visiter ses hôtels. C'est clair. Mais qu'est-ce qu'il veut exactement la RDC? Qu'on dise qu'ils sont au centre de l'Afrique, une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va écouter des propos qui ont été relayés par un média en ligne, et ce sont des propos du Parti du Peuple pour la construction et la démocratie, la famille politique de Joseph Kabila, qui appelle à la résiliation des contrats. Le parti dénonce des contrats léonins et coloniaux, juste même que c'est risqué pour les clubs européens qui sont concernés. Les équipes AS Monaco, Milan AC et FC Barcelone qui ont signé avec la dictature sévissant au Congo-Kinshasa ont des millions de supporters dans ce pays. La meilleure manière de les garder est de résilier ces contrats léonins et coloniaux. De l'esclavage des temps modernes où les pauvres empiffrent les riches qui profitent de l'incompétence des dirigeants politiques incapables de mener des politiques de développement. Bon, l'opposition vend debout. C'est de bonne guerre. Quelle est la suite? Est-ce qu'il peut y avoir des suites judiciaires, voire un risque d'annulation de ces contrats avec des pertes financières pour les clubs et le gouvernement congolais? Il faut voir la suite juridique. C'est de bonne guerre. Moi, je pense que là, il joue son rôle aussi d'opposant politique. Maintenant, en fait, ce que je veux savoir, c'est vraiment factuellement parlant,
le professeur a dit tout à l'heure que c'est le slogan. OK, mais quel est le contenu du contrat? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Justement, vous avez parlé du sport au Congo, d'aider les clubs, d'essayer d'aider la RDC à construire une infrastructure on sait pas sportive. grand-chose sur Maintenant, le fond des contrats. c'est de chercher, justement, c'est de fouiller dans cet accord, de montrer qu'est-ce qu'il y a exactement au-delà du slogan. Ce qui est surtout rendu public, Si c'est un la slogan, visibilité. oui, mais si c'est un slogan qui coûte 40 millions de dollars, ça c'est très cher comme slogan. S'il n'y a pas de mesures parallèles pour accompagner la RDC. D'ailleurs, c'est une question qu'il faudra poser Évidemment. au ministre des Sports de la RDC s'il accepte notre invitation. C'est nécessaire. Mais il y a une autre question aussi importante, c'est est-ce que le Rwanda ne serait pas dans le viseur de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas l'objectif visé par la République démocratique. Je pense qu'il y aurait quelque chose de cocasse, effectivement, entre la RDC, qui est, pour moi, qui est un sous-continent, à l'intérieur du continent africain, à s'aligner sur le Rwanda. Ça serait très cocasse, surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Ces deux pays n'ont pas la même réalité, les réalités socioculturelles. Bien sûr, ils ont un voisinage qui est extrêmement fort, ils ont même des ethnies en commun. Mais aujourd'hui, la réalité qui bat entre les deux pays est totalement différente. Et les contextes sécuritaires, surtout aujourd'hui, la guerre se déroule encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Mais c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Malgré les discussions à Doha. Oui, malgré Doha, malgré la Maison Blanche, malgré tout ce qu'on peut, tous les dispositifs qui ont été mis en place, effectivement, la guerre continue. Il y a encore des déplacés congolais, il y a encore des massacres, il y a encore des morts. Donc en réalité, je comprends pas. Pour moi, d'un point de vue, je sais pas de la morale, mais d'un point éthique, et je comprends pas que ce contrat effectivement aujourd'hui puisse permettre au Congo de s'aligner sur ce que fait le Rwanda. Le Rwanda mène une politique qui est tout à fait différente, effectivement. Visite Rwanda, effectivement, qui a plus d'écho. Et je suis d'accord avec le professeur sur l'idée, sur le slogan. En communication, on dit généralement que le fond renseigne sur la forme. Et la forme plutôt renseigne sur le fond. Donc, aujourd'hui, les gens vont spontanément au Rwanda. Le Rwanda est vu comme une espèce d'Eldorado où c'est propre, c'est écolo, tout est beau à voir. Mais le Congo n'a pas cette image, en fait. Mais le Congo ne peut pas s'aligner sur ça. Visite Rwanda, tout et tout, marche parce que le Rwanda est bien. On avait fait une émission sur le sponsoring du Rwanda, oui. Et il me semble que personne n'avait fustigé la politique de sponsoring du Rwanda. Pourquoi là, c'est un peu le cas? Parce que le Congo est le contexte est différent et les pays condense des paradoxes, en fait. C'est un pays qui condense des paradoxes. Pays extrêmement riche, pays sous-sol extrêmement riche. D'ailleurs, c'est un pays, on parle de la joaillerie à ciel ouvert, la bijouterie à ciel ouvert. Mais aujourd'hui... Il faut quand même rappeler que Kigali est accusé. Il faut quand même rappeler que Kigali est accusé par Kinshasa de piller de la RDC. Exactement. En fait, malgré ça, en fait, personne n'a fustigé la politique. Mais il faut encore ces clubs vont se payer sur la bête, malheureusement. Ces clubs en question, qui sont aussi des multinationales, il faut le rappeler, peut-être certaines côtés en bourse, vont se payer sur la bête. Et la bête, ce sont les minerais et le sous-sol congolais, malheureusement pour les Congolais. Il faut vraiment regarder, on a vu le Congo en train de voir le leadership en Afrique. Dans le cadre de la CAC, dans le cadre de la sous-régionale, la RDC est de retour. Maintenant, qu'est-ce que fait la RDC? C'est justement la première des choses à faire, c'est de changer l'image et la perception. Aujourd'hui, on parle de RDC, c'est guerre. Tout de suite. Personne ne veut y aller là-bas. Même s'il y a les bonobos, même s'il y a les parcs, même s'il y a les chutes, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, Kinshasa, question de sécurité, c'est horrible. Donc, personne ne veut y aller là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer, changer cette perception négative de ce pays. C'est une très bonne chose de vouloir le faire. Mais ce n'est pas la forme qui change, c'est le fond. Maintenant, la RDC essaie de trouver des solutions. Ouais. Est-ce que c'est la bonne solution? Docteur Amezo, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une façon pour Kinshasa de déplacer les tensions avec le conflit avec le Rwanda sur le terrain du football, si je peux m'exprimer ainsi. On se souvient qu'en février dernier, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, avait exhorté les clubs Arsenal, du Bayern, du PSG à mettre fin à leurs accords de parrainage avec Kigali. Des accords, je cite, entachés de sang. Est-ce que la démarche aujourd'hui de la RDC d'imiter en quelque sorte le Rwanda, qui, je le précise, n'a pas effectivement l'exclusivité du sponsoring, risque d'avoir l'effet inverse, c'est-à-dire valoriser la stratégie du Rwanda en matière de soft power? Pour terminer, allez-y. Je partage votre conclusion. Les sponsorings des clubs européens par des pays comme le Rwanda, Congo ou même le Maroc et autres, c'est paradoxal, mais ce sont la mise en place de contrats parallèles géostratégiques et géoéconomiques. Et ça implique aujourd'hui, pour ces pays-là, le Golfe, le Qatar, les Émirats arabes et les États-Unis. Il faut qu'on mette ça clairement pour tout le monde.
Et ce sont des stratégies qui sont basées sur, entre guillemets, pour moi, des faux paris politiques, parce qu'il n'y a pas d'études qui nous permettent de faire une contre-analyse pour dire, tiens, ça tient la route, ça ne tient pas la route, on peut modifier, ajuster. Il se passe que ça se passe dans des cercles fermés et ça profite quand même à des gens qui prennent la décision et qui vont signer les contrats. Mais les populations, je ne vois pas la couleur. Donc aujourd'hui, on assiste beaucoup plus à une opportunité, oui, mais qui risque de se transformer, pour ce qui est de la RDC, plutôt en gaspillage et dérive budgétaire, voire peut-être même un échec et une dépendance quasiment sûre. Et peut-être donc demain une impasse. Et donc, ça revient à votre question. Est-ce que finalement, et c'est ce qu'on voit dans les contrats qui sont parallèles, qu'est-ce que fait la RDC aujourd'hui? Ils sont en train d'aller plus ou moins discuter directement avec M23. Qu'est-ce qui a été demandé depuis le début pour stopper cette guerre? C'était ce que le Rwanda avait demandé. Donc, on revient à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en réalité, la RDC passe par des chemins tortueux, mais finalement, on finit par faire ce que les Américains, le Golfe, lui dit, et que, en fait, le Rwanda lui avait dit depuis le début. Donc, je reviens à ma notion de dépendance. Ce n'est pas normal. Malheureusement. Mais je ne pense pas que Et ça au final, a été... on conclut, il y aura des retombées économiques ou pas? En fait, Votre avis très rapide. Oui, très rapidement. Moi, je pense que le soft power ne s'achète pas, il se construit, mais il se construit dans un contexte de stabilité politique, de développement économique et de bonne gouvernance, ce qui n'est pas encore le cas au Congo. il n'y aura pas de retour d'impact immédiat parce qu'il n'y a pas de structure touristique prête à accueillir tous ces touristes qui vont venir. Donc, du coup, finalement, ça serait peut-être dans 10 ans. Merci beaucoup à vous, Abdelkerim Yacoub Koundogoumi. Merci à Régis. Merci, Samantha. Oupé. Merci à vous, Dr Ameizo. Merci à Romain Cléco-Deminck et Moustapha Kanté pour la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Vous retrouvez Multipolaire sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.